Yuki est un garçon dont la mémoire a été effacée, ce qui a fait de lui l'une des créatures les plus confuses du monde. Malgré cela, il a des amis qui tentent de le guider sur le droit chemin, même si ce chemin semble plutôt se résumer à se faire kidnapper et presque dévorer dès que quelqu'un est distrait. Pour une raison inconnue, Yuki se fait constamment capturer et, tellement inconscient, il est incapable de réagir. Au cours d'une de ses pérégrinations, Yuki rencontre une déesse elfique nommée Dame Emmet. Ayant besoin de temps pour se rétablir, elle lui annonce qu'elle a envoyé quelqu'un d'autre pour guider Yuki à sa place. Même après lui avoir conseillé de ne pas la regarder pour ne pas gêner sa régénération, elle continue de lui parler. Le temps de Yuki s'épuise et il est projeté dans un autre monde. Pendant la chute, quiconque l'observerait de loin croirait à une étoile filante. Pendant ce temps, une autre elfe nommée Kokoro se dirige vers l'endroit où Yuki est tombé. Elle s'attendait à une rencontre spéciale, mais découvre Yuki inconscient au sol, traîné par deux loups. Après un échange de regards entre Kokoro et les loups, les animaux s'enfuient avec lui. La jeune fille court à sa rescousse et attend son réveil. Kokoro explique qu'elle a été envoyée par Dame Emmet pour lui servir de guide, car Yuki n'a aucun souvenir de sa vie antérieure. Elle lui offre de la nourriture, mais les loups reviennent, comme attirés par eux. Kokoro s'attendait peut-être à une réaction de Yuki, révélant une puissance cachée, mais il est à nouveau vaincu et entraîné par les loups, la forçant à le sauver une fois de plus. Après l'avoir secouru, Yuki tente de faire semblant d'aller bien en exhibant ses muscles, comme si cela prouvait quelque chose. Kokoro le croit presque, mais il s'évanouit à nouveau. Ailleurs, une jeune fille aux cheveux roux se fait voler son épée par deux voleurs qui, se faisant passer pour malade, lui demandent des médicaments. Elle les poursuit pour récupérer l'héritage de ses parents. Yuki et Kokoro se rendent à Landissal, où ils achètent des crêpes et Yuki apprend l'importance de l'argent. Ils décident de passer la nuit dans une auberge, mais Kokoro ne se rend pas compte du prix. Gentiment, Yuki propose de camper sans se plaindre. Alors que Kokoro s'apprête à s'endormir, elle entend des bruits et réalise qu'une fois de plus, les loups attaquent. Bien qu'il soit traîné au sol, Yuki ne se réveille pas. Le lendemain, Kokoro se prépare à aller chercher de l'argent, mais Yuki insiste pour l'accompagner à une guilde. Là, Karine, une employée, lui propose de cueillir des champignons. Pendant ce temps, la jeune fille à l'épée poursuit toujours les voleurs, sans se rendre compte qu'elle a été arnaquée. Toutes deux se cachent dans les buissons et finissent par être attaquées. Dans les mêmes ruines, Kokoro et Yuki cueillent des champignons et trouvent Pécorine, la jeune fille volée. La voyant faible et affamée, elle lui offre à manger. Kokoro la nomme Pécorine et nomme également un adorable champignon Pachiko, qu'elle garde dans son sac. Toutes trois sont attaquées par des champignons géants créés par magie. Elles se battent, mais perdent. Voyant ses amis en danger, Yuki éveille un pouvoir caché qui renforce Kokoro et Pécorine. Ensemble, elles vainquent les monstres. En ramassant les champignons pour la guilde, elle découvre que ces adorables champignons absorbent les nutriments des humains comme s'ils étaient leurs ex. Pachiko est sur le point de s'exécuter, mais elle est dévorée par Pécorine, prise de vertige. Après cela, tous trois retournent à Landissal avec les champignons. Ils se rendent dans un restaurant où ils trouvent Pécorine participant à un concours de mangeurs. Elle gagne, mais lorsqu'elle aperçoit les bandits qui ont volé son épée, elle tente de leur donner le médicament dont ils ont dit avoir besoin, oubliant le prix. Une chatte nommée Carrie l'observe de loin. Tous trois tentent de retrouver les voleurs, mais finissent par tomber sur un cochon géant. Pécorine intervient pour les protéger. Le monstre est contrôlé par Caril, qui semble vouloir se débarrasser de Pécorine. Malgré cela, Pécorine triomphe du cochon d'un seul coup. Il trouve Caril inconsciente après que le cochon l'a survolé. Pécorine s'excuse et lui offre à manger, mais elle s'énerve car il faisait trop chaud et s'en va. Caril grimpe à un arbre et voit les voleurs poursuivis par un dragon noir. Il porte l'épée de cristal de Pécorine. Caril a alors une idée. Avec l'aide factice de Caril, le groupe se dirige vers le nid du dragon. Yuki tente de le distraire, mais finit par être avalé avec l'épée. Malgré cela, il croit que la magie de Kokoro le protégera. Pécorine saute pour récupérer son épée et sauver Yuki. Caril en profite pour contrôler le dragon et tenter d'éliminer Pécorine. Elle y parvient presque, mais Pécorine s'accroche aux cheveux de l'un des voleurs pour ne pas tomber. La magie de Caril déstabilise le dragon et le fait tomber. Yuki manœuvre le dragon pour qu'il passe devant Pécorine, qui profite de l'occasion pour lui asséner un coup de poing. L'impact projette le dragon près de Caril, qui perd le contrôle de la créature et devient une cible. Pécorine récupère son épée et tranche le dragon avec aisance. Elle découvre un immense trésor et les voleurs la remercient d'avoir été sauvée. Inspirée par l'aventure, Pécorine décide de former une guilde avec Yuki et Kokoro. Caril refuse, mais commence à culpabiliser de les détester. Plus tard, Pécorine se promène autour de Landissal en mangeant des encas. Yuki aperçoit une fille faible et lui offre un gâteau de riz, sans se rendre compte des conséquences. Kokoro apporte la forme de guilde et part à la recherche de Yuki pour retrouver Pécorine. Pendant ce temps, Pécorine est de nouveau avec les voleurs, partageant la nourriture. Kokoro et Yuki retrouvent Caril devant le restaurant, ignorant qu'elle espionne Pécorine. Entendant l'estomac de Caril gargouiller, les deux la conduisent à l'intérieur. Les voleurs dorment après avoir trop mangé, tandis que Pécorine est toujours active, invitant tout le monde à manger davantage. Caril fait semblant de ne pas s'en soucier,
mais Pecorin insiste pour lui offrir à manger. Caril se plaint, mais choisit un autre plat. Le propriétaire du restaurant lui dit qu'ils n'ont plus d'ingrédients car Pecorin a tout mangé. Caril s'énerve, mais Pecorin commande un plat secret du menu. Ce plat spécial est à base d'insectes, ce qui choque Caril. Pecorin insiste pour qu'elle le goûte, et Kokoro et Yuki le mangent sans hésiter, laissant Caril encore plus effrayé. Pecorin parvient finalement à faire goûter le plat à Caril. Caril, surprise par le goût, décide de manger avec les autres cette fois-ci. Pendant le thé après le repas, Kokoro mentionne le formulaire d'inscription à la guilde, ce qui enthousiasme Pecorin. Caril s'y intéresse un instant, mais se lève bientôt et part. Dehors, Caril goûte un fruit acide d'un arbre et réalise qu'il se marierait parfaitement avec la nourriture pour insectes. Alors qu'elle réfléchit, une étrange femme apparaît et lui dit qu'elle attend quelque chose d'intéressant pendant ses journées ennuyeuses. Caril préfère ne pas parler et s'en va. Le lendemain, Pecorin annonce à Kokoro et Yuki qu'elle a trouvé un emploi au restaurant. Kokoro, ne sachant que dire, serre le formulaire de guilde derrière son dos. Au restaurant, Pecorin semble heureuse de servir les clients, tandis que Kokoro et Yuki mangent sur place. Caril sort, se souvenant que son maître lui a ordonné d'observer Pecorin, et non de l'éliminer pour l'instant. Pour accomplir sa mission, elle entre dans le restaurant et trouve Pecorin offrant de la nourriture aux insectes à des fillettes. Caril la réprimande pour cela, tandis que Kokoro tente de lui remettre le formulaire de candidature derrière elle. Caril s'apprête à dire quelque chose à Kokoro, mais se souvient de la véritable raison de sa présence. À ce moment-là, un homme corpulent fait irruption dans le restaurant, insultant tout le monde et disant qu'il veut goûter la nourriture à base d'insectes. Le propriétaire tente de le confronter, mais est jeté à terre. Pecorin décide de servir le plat à l'homme, bien qu'il n'ait jamais préparé cette recette auparavant. Avant qu'il ne la goûte, Caril ajoute le jus du fruit acide. Après avoir goûté la nourriture, l'homme est surpris par le goût, même s'il fait semblant de ne pas l'apprécier. Après l'agitation, Pecorin le met à la porte du restaurant. Une fois le calme revenu, Caril décide de rejoindre la guilde. Le groupe enregistre la guilde des gourmets, dont le but est de rechercher et d'étudier toutes sortes de cuisines et d'ingrédients du monde entier. C'est un métier de rêve pour tous. Les 4 sont ravis d'avoir enfin une maison, mais leur enthousiasme s'estompe dès qu'ils voient l'état des lieux. L'endroit est abandonné depuis des années, plein de poussière, d'insectes et de serpents. Malgré cela, ils décident de transformer les lieux en un foyer digne de ce nom. Tout le monde se retrousse les manches et commence le ménage. En faisant le ménage, Pecorin remarque un problème. La maison n'a pas de table à manger, ce qui complique les objectifs de la guilde. Caril suggère d'en acheter une, mais Pecorin préfère construire une table spéciale. Elle commence à abattre un arbre, tandis que Kokoro annonce à Caril qu'elle va acheter des matériaux pour la maison. Avant de commencer le ménage, Caril vérifie que la pièce est exempte d'insectes, de serpents et de fantômes. Déterminée, elle nettoie tout avec dévouement. Pendant ce temps, Kokoro essaie d'acheter ce dont elle a besoin sans trop dépenser. Elle rencontre sa reine, la directrice de l'orphelinat Serandia, qui l'aide à faire les courses. Sa reine demande à sa servante Suzume d'aider Kokoro à transporter les courses avec un chariot. Cependant, ils se perdent dans la forêt. Une chauve-souris effraie Suzume, ce qui fait fuir l'âne. Il cherche un autre animal pour tirer la charrette et rencontre Rima, un être qui ressemble à un lama, mais qui peut parler. Rima est offensée d'être traitée d'animal et dit qu'elle porte des vêtements pour ressembler à un humain. Malgré cela, elle accepte d'aider. À la maison, Caril veut nettoyer les fenêtres et demande à Yuki de grimper sur des chaises empilées pendant qu'elle les tient. Pendant que Yuki nettoie, Caril lui conseille de ne pas trop dépendre des autres, même sans mémoire. Yuki accepte, mais Caril réalise qu'il a mal compris. Un insecte grimpe sur la jambe de Caril, elle sursaute de peur et Yuki tombe, perdant connaissance. Lorsqu'il ouvre les yeux, Yuki voit une femme mystérieuse qui le met en garde contre ses ennemis et lui dit que les 3 filles ont des démons intérieurs, surtout Caril. Il se réveille en pensant à un rêve étrange. Le groupe tente de transporter la table à travers la maison et se rend compte qu'elle est trop grande. Pecorin recommence. Pendant ce temps, Rima combat des bandits en chemin et, après avoir trop mangé, se transforme en humain. La maison est enfin propre et rangée. Kokoro arrive à temps. Tous les 4 se reposent et dînent après une journée bien remplie. Le lendemain, Yuki attrape un rhume. Kokoro tente de le soigner avec des remèdes maison et Pecorin prépare des plats nutritifs, qui contiennent à nouveau des insectes. Caril, à bout de patience, insiste pour qu'il aille dans un véritable hôpital. Ils en trouvent un, mais remarquent que le personnel est déguisé en magicien. Yuki pense peut-être qu'il va recevoir un traitement magique, et d'une certaine manière, c'est le cas. 2 médecins l'emmènent dans une chambre tandis que Kokoro tente de brûler des insectes pour demander la guérison à une figure mystique. Pecorin et Caril l'en empêchent, car ils sont à l'hôpital. Aucun des 3 ne remarque les taches de sang sur les murs, qui donnent à l'endroit des airs d'hôpital psychiatrique. Un patient les croise en essayant de s'échapper. C'était le même homme corpulent, mais maintenant amaigri, presque méconnaissable. La jeune fille démoniaque qui avait été aidée par Yuki apparaît. Elle est maintenant infirmière à l'hôpital et a développé une obsession pour lui. Elle s'appelle Hariko. Tous 3 la voient traîner l'homme jusqu'à la chambre. Après l'opération, les amis de Yuki ne peuvent plus le voir et rentrent chez eux. Hariko est à l'hôpital, persuadée que Yuki est son âme sœur.
Depuis qu'il lui a donné à manger, elle ne l'a jamais oublié. Lorsqu'elle le retrouve, elle l'observe attentivement, sans jamais le quitter. Le lendemain, les amis retournent à l'hôpital après avoir appris que ce n'est pas un endroit ordinaire. À son arrivée, Pecorine reconnaît les 3 filles de l'hôpital comme étant de la guilde du crépuscule. Hariko est la destructrice, Nanaka la collectionneuse et Mitsuki la docteur borgne. Voulant sauver Yuki, les filles s'introduisent furtivement. Elles sont effrayées en voyant Hariko dans la pièce, essayant de forcer Yuki à porter une bague de fiançailles maudite. Karil élabore un plan. Kokoro brûle des insectes dans une autre pièce pour répandre l'odeur. Hariko part enquêter, tandis que Pecorine et Karil sauvent Yuki. En sortant, elles sont encerclées par Hariko et Mitsuki dans l'escalier. Karil simule un mal de ventre pour distraire le médecin. Les 2 autres s'enfuient par la fenêtre, ignorant que Mitsuki attend une patiente depuis longtemps. Karil est capturé à la place de Yuki. Un médecin ordinaire les soigne plus tard et leur dit que Yuki n'avait qu'un rhume et que le traitement est déjà terminé. Apprenant que Mitsuki l'a soigné, le médecin affirme qu'elle va bien, malgré son apparence effrayante. Soulagé, il décide de récupérer Karil le lendemain. Une fois Yuki et Karil rétablis, les 4 se préparent pour leur première mission ensemble. Malgré sa réticence à l'idée du travail physique, Karil est convaincu par son émotion. Il traverse forêt et rivière jusqu'à ce qu'il campe près d'un lac. Pendant le repas, chacun a une tâche à accomplir. Karil essaie de pêcher pour éviter que personne n'attrape d'insectes. Cependant, il n'y a pas de poisson et Kokoro commence déjà à en trouver. Tandis qu'elle se plaint, Pecorine revient avec des fruits et un oiseau qu'elle a chassé, sauvant Karil de la situation. Les 4 préparent un délicieux repas et se régalent. Ils mangent ensuite le fruit apporté par Pecorine. Kokoro hésite un instant avant de goûter, ce qui s'avère être une sage décision, car les 3 autres commencent à se comporter bizarrement, comme s'ils étaient étourdis et désorientés. Karil, dans cet état, finit par serrer Pecorine dans ses bras en larmes. Le lendemain matin, tout le monde se réveille et découvre Yuki, le regard vide, prisonnière de la gueule d'une créature ressemblant à un loup. On ne comprend toujours pas pourquoi tous les monstres semblent le considérer comme un mets délicat. La créature court à travers la forêt jusqu'à ce qu'elle le projette violemment contre un arbre. Yuki se réveille et voit une petite bûche lui parler, ce qui le laisse perplexe jusqu'à ce qu'une fille nommée Ao surgisse de derrière un arbre. Elle explique qu'elle parle habituellement à cette bûche car elle n'a pas d'amis et veut s'entraîner à communiquer lorsqu'elle s'en fait un. Yuki ne sait même pas ce que signifie le mot « ami », mais Ao pense qu'il se sent seul et aimerait un peu de compagnie. Cependant, la joie d'Ao prend fin lorsque Kokoro, Karil et Pecorine arrivent à la recherche de Yuki. Ao décide de les aider à rejoindre le village de Targum, où elle vit. À la ferme du village, la propriétaire, Misato, les accueille et se présente, ainsi qu'Ao et une fille nommée Hatsune, qui dort quelque part. Misato mentionne des gens venant d'Elizabeth Park, d'où Rima est originaire. Rima est accompagnée de Shioran, Maharu et Ayan. Shioran est malade et se rend à Targum pour retrouver sa sœur. Pendant leur pause, le groupe est attaqué par des ombres qui imitent leur apparence et leur capacité. Pendant ce temps, le groupe de Yuki trouve Hatsune flottant dans les airs, encore endormie, et elle frappe une cloche sans se réveiller. Cela semble compatible avec Yuki. Le combat de Rima et de ses amis se déroule bien jusqu'à ce qu'une femme nommée Christina apparaisse et les attaque toutes avec une puissance surhumaine. Christina est la même personne que Karil a connue. Hatsune raconte joyeusement avoir retrouvé sa sœur Shioran, ignorant qu'elle a été blessée par l'une des ombres. Shioran, désormais submergé par les ombres, s'excuse auprès d'Hatsune de l'inquiéter sans cesse. Alors que tout le monde se prépare pour la récolte, il découvre que la capacité de voler d'Hatsune ne vient pas de la magie, mais d'un super pouvoir. Leur conversation est interrompue lorsque les villageois encerclent Rima, Maharu et Ayan blessés, rapportant l'attaque des ombres et la disparition de Shioran. Tout le monde croit désormais aux rumeurs concernant les ombres. Hatsune décide de secourir sa sœur et le groupe de Yuki décide de l'accompagner. Durant ses recherches, Hatsune vole à la recherche de signes, mais elle est touchée par une flèche. À la vue de la flèche, elle craint le pire. Sa crainte se confirme, Shioran est bien celui qui lui a tiré dessus, mais quelque chose cloche dans son comportement. Elle s'éloigne, froide et différente. Pecorine part à la recherche de Karil, découragée car elle comprend mieux la menace des ombres. Après l'avoir réconforté, Pecorine part affronter les ennemis qui attaquent le village. Pendant ce temps, Yuki et les autres affrontent Christina dans un combat intense. Malgré leur alliance, leurs attaques restent sans effet. Yuki est à nouveau vaincu et, inconscient, une mystérieuse femme lui annonce qu'il ne pourra sauver ses amis qu'en éveillant le pouvoir de la princesse chevalier. Alors que les filles sont sur le point de perdre, Yuki se réveille et active ce nouveau pouvoir. Il augmente ainsi les pouvoirs magiques de ses compagnons. Malgré cela, Christina est encore trop forte. Cependant, amusée par la résistance du groupe, elle décide de battre en retraite, satisfaite du combat. Pecorine a faim et sent ses performances baisser. Karil, consciente que sa mission est d'éliminer Pecorine et que les ombres ont été envoyées par son maître, doute. Malgré cela, elle décide de se battre aux côtés de Pecorine et de l'aider à vaincre les ombres. Pendant ce temps, Hatsune parvient à rejoindre Shioran et pénètre dans son esprit pour la sauver. Grâce à un effort commun, elles expulsent l'ombre du corps de Shioran. Karil et Pecorine unissent alors leurs forces et détruisent l'entité. Après le combat,
Karil se voit confier une nouvelle mission, espionner Yuki et Pecorin. Cependant, observant leur comportement puéril, elle ne comprend pas pourquoi quelqu'un prendrait la peine de les surveiller. Karil leur propose, la prochaine fois, de choisir une mission qui ne se résume pas à de la nourriture. En quête d'une meilleure mission, le groupe rencontre 3 filles avides d'aventure. Elles acceptent de les aider et de créer une carte à explorer. Pour une raison inconnue, elles choisissent Yuki comme chef. Le lendemain, après avoir renvoyé les filles, le groupe commence à s'inquiéter et décide de les suivre en secret. Croire que Yuki les protégerait était une erreur, car il est tout aussi perdu qu'elle. En essayant de communiquer avec Yuki pour qu'il revienne, il se méprend et entraîne le groupe encore plus loin dans la forêt. Pecorin tente de les effrayer et de les ramener sur le droit chemin en revêtant un costume de monstre, mais elle est finalement vaincue par les 3 filles. Karil et Kokoro débarrassent secrètement le chemin des monstres. Une fois leur mission accomplie, Yuki est kidnappé par un oiseau géant. Une fois de plus, il finit dans la gueule d'une créature. Pecorin tente d'avertir les filles de l'arrivée de l'oiseau, mais Yuki a déjà été enlevé. Les filles décident de suivre l'oiseau pour sauver ce qu'elles croient être leur monstre. Elles tentent de sauver Yuki et se retrouvent dans la même situation. L'oiseau les entraîne toutes dans un nid, où Kokoro trouve Yuki inconsciente près d'un épouvantail qu'elles avaient construit plus tôt. Le but était de protéger la rizière du village. L'oiseau attaque les 3, mais Karil parvient à l'arrêter grâce à la magie. Kokoro tente de la réconforter pour qu'elle puisse terminer l'attaque, mais Karil est faible, n'ayant pas mangé de la journée et épuisé par son excès de magie. Kokoro est également épuisée et tente de riposter en portant son costume, mais elle a faim et manque de force. L'oiseau attaque Kokoro, mais ne touche que son costume. Kokoro s'est réveillée en voyant de la nourriture dans le sac à dos d'une des filles. Revigorée, elle triomphe facilement de l'oiseau. Les filles se réveillent en pensant avoir vaincu l'ennemi et commentent fièrement. Les filles plus âgées font semblant d'être d'accord, même lorsque l'une d'elles soupçonne que les monstres sont en réalité des adultes déguisés. Elle croit même que Yuki a fait semblant d'avoir été kidnappé, et Yuki répond en levant le pouce comme pour confirmer. Kokoro reçoit des billets de loterie en faisant les magasins et tente sa chance. Par coïncidence, elle gagne un voyage à la plage. C'est le début des vacances du groupe. Karil n'est pas très enthousiaste à l'idée, tandis que Kokoro s'approche de Yuki et lui demande timidement si le maillot de bain qu'elle a choisi lui convient. Cela peut paraître étrange de demander son approbation ainsi, mais c'est peut-être juste de l'innocence. Pecorin utilise l'aide de Yuki pour apprendre à nager avec les bons mouvements. Le lendemain, tout le monde se prépare à aller à l'eau à la plage, mais Karil évite d'approcher. Il est clair que Karil ne sait pas nager, alors Kokoro l'aide en la faisant flotter sur un petit matelas gonflable. Après être sorti de l'eau, Kokoro se dit fatiguée, ce qui surprend les 3 autres, car elle n'a jamais manifesté de fatigue aussitôt. Kokoro révèle que l'armure qu'elle porte lui donne force et énergie, mais qu'en retour, elle la rend encore plus affamée. Karil, perplexe, lui demande pourquoi elle lui a dit quelque chose d'aussi grave. Pecorin explique qu'elle l'a partagé parce qu'elle leur fait confiance, car elle les considère comme de véritables amis. Karil est un peu déconcerté. Soudain, le groupe est distrait par la vue de Suzume violemment traîné derrière sa charrette tirée par un âne. Il l'aide et découvre que sa reine a ouvert un stand de nourriture saisonnière sur la plage pour l'été. En mangeant, Karil remarque qu'il y a peu de clients, et sa reine lui explique que la plupart sont attirés par un autre stand, tenu par Akino de la Fondation Mercurius. Karil ne comprend pas pourquoi les plats chauds sont si populaires par temps chaud, mais Akino l'aborde et la traite de novice pour avoir pensé cela. Akino propose à sa reine de devenir son associé. Mifuyu, la partenaire d'Akino, explique qu'Akino apprécie sa reine, même si elle peut parfois paraître arrogante. Sa reine comprend, car elles se connaissent depuis l'enfance. Karil est offensé d'être traité de novice 2 fois au cours de la même conversation et prend cela comme un défi personnel. Le groupe décide alors de créer un menu unique pour attirer les clients à l'étal de sa reine. En cherchant des ingrédients, Yukari, qui travaille chez Akino, s'enivre parce qu'elle est célibataire. Son partenaire tente de l'aider en la jetant à la mer, ignorant que l'endroit est interdit à la baignade en raison de la présence de monstres marins. L'un de ces monstres, un calmar géant, capture Yukari, qui, ignorant le danger, apprécie le mouvement. Sa reine et le groupe se précipitent sur les lieux et Pecorin vient à la rescousse. Même sans armure, son épée et sa couronne lui donnent suffisamment de force. Avec l'aide de Karil, qui utilise la magie pour ramener le calmar sur la terre ferme, Pecorin parvient à le vaincre. Yukari est sauvée et sa reine reçoit un calmar géant comme ingrédient. Désormais sur un pied d'égalité avec Akino, sa reine accepte la proposition de devenir partenaires commerciaux. En guise de remerciement à Kokoro pour l'organisation du voyage et aux autres participants à la préparation du menu, Karil utilise sa magie pour permettre à chacun de respirer sous l'eau et d'explorer le monde sous-marin. Après avoir profité de leurs vacances, Yuki et Kokoro se rendent au restaurant pour apporter un souvenir au propriétaire, mais découvrent qu'il est possédé par un fantôme obsédé par les desserts. Une jeune médium nommée Shinobu entre et remarque que Yuki voit le fantôme, qui se fait appeler Miyako. Cela la conduit à croire que Yuki peut les aider à atteindre un objectif plus grand. Elle l'emmène, lui et Kokoro, au quartier général de leur guilde. Là,
ils découvrent que le plan est de ressusciter leur déesse, Ilia. La déesse vampire est enfermée dans un cercueil de glace. À sa sortie, son aura menaçante disparaît et elle se transforme en petite fille. Ayant perdu un combat contre les dieux, elle n'a pas encore complètement récupéré et reprend sa forme enfantine à chaque réveil. Le groupe espère que Yuki pourra l'aider, mais Ilia ne perçoit aucun pouvoir en lui. Cependant, ses propres disciples, désobéissant à ses ordres, finissent par activer un pouvoir en Yuki qui transforme brièvement Ilia en sa forme originelle, libérant une puissante aura. Cependant, elle reprend bientôt sa forme enfantine. Yuki et Kokoro tentent de s'échapper, mais Miyako les en empêche, car ils ont renversé et ruiné ses desserts. Pendant ce temps, Karil attend leur retour, mais est surprise de voir Shinobu et un fantôme arriver avec eux. Karil, Yuki et Kokoro doivent maintenant préparer le dessert parfait pour Miyako, tandis que le vrai chef est parti aider la mère d'Ikaka au marché. La pression est immense. À son retour, Pecorin trouve ses amis transformés en dessert sur la table, Miyako prête à les déguster. Pecorin promet de préparer le meilleur dessert de tous les temps et tient parole. Après avoir goûté le délicieux dessert, Miyako est satisfaite et tout le monde reprend forme humaine. Mais lorsqu'elle apprend que Pecorin a utilisé des insectes dans la recette, Miyako tombe malade et s'évanouit. Shinobu s'excuse pour la confusion et reprend Miyako. Les filles réalisent qu'elles n'ont pas revu Yuki depuis sa transformation en dessert et partent à sa recherche. Le lendemain matin, Karil tente de dormir un peu, mais Pecorin entre par la fenêtre, persuadé qu'il s'est passé quelque chose de grave, alors qu'en réalité, seule la peluche de Karil a été endommagée. Kokoro affirme savoir coudre et emmène les deux autres en ville acheter du fil, tandis que Karil reste à la maison pour faire le ménage. Pendant les recherches, deux filles les suivent de loin. Incapables de trouver le bon tissu, le groupe décide de se séparer. Yuki trouve un homme attaqué par une ombre et tente de le sauver, mais elle est presque possédée. Une des filles qui les suivait apparaît et le sauve. Elle prétend être sa sœur et commence à parler avec émotion, laissant Yuki perplexe, car il ne se souvient de rien. L'autre fille, plus petite, arrive et entraîne la première. Ils s'arrêtent dans une ruelle où la plus petite, Rino, se plaint qu'il devrait simplement observer Yuki de loin et s'occuper des ombres de l'Andissal. La plus grande, Chizuru, s'excuse de ne pas s'être maîtrisée après avoir vu Yuki si longtemps. Rino se plaint qu'elle veut aussi parler à son frère, mais reçoit un coup de tête si violent qu'elle en oublie même ce qu'elle disait. Les deux reprennent leur mission. Karil retourne au château et apporte des fleurs à sa majesté. En entrant, elle voit le trône vide et entend la voix de la reine l'appeler depuis le sous-sol. Là, Karil voit la reine mettre un masque sur une ombre, altérant ses pouvoirs et lui ordonnant d'accomplir des tâches. Lorsque l'ombre passe près de Karil, les fleurs se fanent. La reine lui dit de ne pas apporter de déchets dans ce lieu sacré, laissant Karil déprimé. Yuki et Kokoro se retrouvent et décident d'aller manger un morceau. Alors que Kokoro nettoie une tache sur ses vêtements, Rino apparaît et lui dit qu'elle se rapproche trop de son frère. Kokoro répond qu'elle ne fait qu'obéir aux ordres de Damamet. Rino reçoit un nouveau coup de tête de Chizuru. Le moment est interrompu lorsqu'il réalise que Yuki a disparu. Kokoro retrouve Pecorin et lui raconte ce qui s'est passé. Ils entendent des rumeurs d'enlèvement et se rendent dans un endroit suspect. En entrant, ils trouvent Charles, et non Yuki. Il avait flirté avec la petite amie d'un homme agressif et s'était fait kidnapper. Lorsque l'homme aperçoit Pecorin, il pardonne à Charles et libère tout le monde. Pendant ce temps, Rino et Chizuru font face à de mystérieuses ombres qui apparaissent dans toute la ville. Les quatre retournent à la guilde pour signaler la disparition de Yuki, mais Karin affirme qu'il y est déjà allé. Yuki réapparaît, sale et tenant un verre à soie arc-en-ciel. Il explique avoir aperçu Hariko en train de manger et s'être enfui, pour finalement tomber sur une demande de mission impliquant des verres à soie, ce qui, selon lui, serait idéal pour obtenir les matériaux nécessaires. Le voyant revenir après avoir accompli une mission seule, le groupe réalise que Yuki est peut-être en train de mûrir. Rino et Chizuru lui disent adieu, soulagés de le savoir sain et sauf et entouré de bons amis. De retour chez elle, Karil est encore troublée par les étranges ombres aperçues dans le château. Elle tente de dissimuler sa tristesse en entrant, mais la maison est aussi sombre que son humeur. Soudain, ses amis débarquent et lui montrent la peluche réparée, ce qui lui remonte le moral. Cette nuit-là, Pecorin fait un cauchemar dans lequel ses parents refusent de la reconnaître. Le lendemain matin, Karil remarque que son petit déjeuner est anormal. Il manque cruellement de luxe. Pecorin lui apprend qu'un monstre bloque les routes commerciales de la ville, ce qui provoque une pénurie de provisions. La mission pour résoudre ce problème est risquée. Karil hésite à s'impliquer, mais comme d'habitude, le groupe ignore ses avertissements et décide qu'elle sera la première à affronter le danger. Karil attire le monstre là où se trouvent les autres et, après l'avoir jeté à terre, Pecorin le frappe de son coup de princesse. Cette attaque lui vaut le respect et les louanges de toute la ville. Fort de cette victoire, le groupe se rend à la crêperie que Yuki et Kokoro ont visité le premier jour et réalise seulement maintenant qu'elle est tenue par les sœurs de Yuki et leur maître. Cette nuit-là, Yuki s'endort et se souvient de la défaite de son ancienne équipe sous ses yeux, sous son regard impuissant. Dans son rêve, une silhouette mystérieuse apparaît et affirme que c'était à la fois un rêve et la réalité, et que cela pourrait être à la fois son passé et son avenir. Une réponse déroutante pour quelqu'un qui peine déjà à comprendre ses souvenirs. Le lendemain,
Pendant le déjeuner au restaurant, le groupe remarque la disparition de Caril. Elle nourrit des chats lorsque Charlie et Ikaki la trouvent. Alors qu'ils marchent, la ville est attaquée par un monstre d'ombre géant. C'est le même monstre masqué que Caril a vu dans le château de son maître, mais maintenant, après avoir absorbé l'énergie de nombreux humains, il est devenu beaucoup plus puissant. Entendant les bruits, Pecorin court voir ce qui s'est passé. Charlie et Ikaki l'informent de l'attaque et lui annoncent la disparition de Caril. Pecorin court vers le monstre, déterminée à protéger la ville à tout prix. Après avoir sauvé quelques civils, elle affronte la créature, qui se régénère continuellement. Caril observe la scène depuis sa cachette, jusqu'à ce que, voyant Pecorin en danger, elle sort de sa cachette. Le monstre change alors de cible et se dirige vers Caril. Pecorin se jette devant elle pour la protéger, prête à se sacrifier. Yuki et Kokoro arrivent sur les lieux et les voient se faire frapper en tombant. Caril, cependant, se retrouve avec seulement un pied coincé sous un rocher. Elle est en sécurité car Pecorin a bloqué tous les rochers avec son propre corps et est restée debout lorsque le monstre l'a frappée. Pecorin tend son protège-épaule à Caril et continue, déterminée à attaquer la créature de toutes ses forces. Caril la supplie de ne pas le faire, car elle ne veut pas la voir se sacrifier. Lors de la dernière attaque, une partie de la poitrine du monstre est détruite, mais Pecorin tombe au sol, épuisée. Caril pleure, se sentant coupable que Pecorin la protège toujours, alors qu'elle-même avait envisagé de l'abandonner plus d'une fois. Malgré cela, Caril court toujours à son secours, même contre les monstres de son propre maître. Le monstre se régénère à nouveau et Yuki tente d'activer son pouvoir, mais les souvenirs du passé le paralysent au pire moment. Heureusement, tout le monde est téléporté ailleurs et des murs sont érigés autour de l'ombre. Yuki rencontre la propriétaire de la crêperie, qui lui révèle que sa boutique n'est qu'une façade. Pendant ce temps, Kokoro est emmenée dans un château où elle trouve un portrait de Pecorin avec ses parents. Découvrant que Pecorin est la véritable princesse disparue du royaume, elle écoute l'histoire. Ses parents l'ont envoyée en voyage à la rencontre des habitants de leur terre. À son retour, bien qu'ayant accompli sa mission, personne ne l'a reconnue, pas même ses parents, et elle a été bannie. Tout le monde croyait que la maîtresse de Caril était la princesse Justiana. C'est pourquoi Pecorin a toujours été si affectueuse et proche des gens, craignant d'être à nouveau oubliée. Caril entend tout et part en silence, se dirigeant vers le monstre. Labirista, la femme de la crêperie, dit à Yuki qu'elle est à ses côtés depuis son apparition dans ce monde et qu'Amet essaie de l'aider à recouvrer la mémoire. Elle explique que ses souvenirs peuvent sauver le monde ou le détruire. Elle révèle également que les monstres sont attirés par les âmes puissantes et que ce monde est le fruit d'un combat entre Yuki et une volonté qui veut perpétuer le mal. Alors que tout le monde recherche Pecorin, les chevaliers royaux arrivent, mais sont ridiculisés par le peuple pour leur retard constant. Christina, vice-capitaine des chevaliers, apparaît et insinue qu'une bête trône sur le trône d'une nation humaine. Elle se demande également comment un monstre de cette taille a pu apparaître dans la capitale sans l'avertissement des gardes royaux. Caril affronte le monstre seul, encore incertaine de sa loyauté envers son maître. Pecorin la trouve et lui dit que, malgré son égoïsme parfois, elle a besoin de son aide pour vaincre la créature. Caril la traite d'idiote, mais décide de l'aider, sous l'observation lointaine de Kokoro. Labirista prévient Yuki que tous les habitants du labyrinthe tenteront de protéger leurs amis, mais il insiste pour protéger ses compagnons par sa propre force. À ce moment, Reno et Chizuru contactent Labirista et lui demandent s'ils doivent intervenir pour sauver les amis de Yuki. Elle répond que ce n'est pas nécessaire et téléporte Yuki là où se trouvent les filles. Pendant le combat, Yuki est projeté en l'air, affronte le monstre, réveille son pouvoir et force tout le monde à attaquer ensemble. Le groupe parvient à vaincre le monstre d'un coup puissant. Après leur victoire, ils retournent dans le monde d'origine, où tout le monde s'inquiétait de leur disparition. De retour au restaurant, ils sont accueillis par des applaudissements et des acclamations. Pecorin serre Caril dans ses bras et lui dit combien il l'aime, et pour la première fois, Caril le serre dans ses bras. Ce n'est pas la fin du voyage, mais le début de quelque chose de plus grand, alors que le groupe poursuit sa quête avec sa guilde des saveurs les plus diverses du monde. La journée commence sur un ton léger. Yuki, Kokoro et Caril, encore endormis, se réunissent pour le petit déjeuner. Pecorin observe la ville de Landissal du haut d'un immeuble, souriante. Pendant le repas, Kokoro révèle une carte menant à une épice légendaire. La guilde ayant été créée pour explorer les saveurs du monde, cette mission lui convient parfaitement. Cependant, le voyage présente des obstacles inattendus. Yuki et les loups ne se sont jamais entendus, et cela n'a pas changé. Les loups se montrent amicaux uniquement pour les tromper. Le groupe se rend dans un village et interroge un habitant sur la carte. L'homme affirme ne pas être Nodora, l'explorateur, et les met en garde contre les monstres qui rôdent dans la forêt. Malgré cela, ils pénètrent dans la forêt, tout excités. Mais leur enthousiasme s'apaise lorsque Caril réalise qu'ils n'ont plus de nourriture et qu'il n'y a que des insectes. Pecorin décide alors de partir avec Yuki à la recherche de nourriture. Une fois de plus, Yuki se propose comme appât pour attirer quelque chose de comestible. Le plan fonctionne, et le groupe obtient une viande mystérieuse et savoureuse. Revigorés, ils reprennent leur route, mais sont bientôt encerclés par des créatures velues et insignifiantes. Caril réalise bientôt que Pecorin leur a donné ces mêmes créatures en nourriture,
et le groupe finit paralysé par empoisonnement. Un mystérieux aventurier apparaît et les sauve, leur racontant qu'il a vécu de nombreuses aventures et propose de les guider. Arrivé à destination, 3 fantômes apparaissent et les attaquent. L'aventurier ne réagit pas. Le groupe réalise que les fantômes sont les anciens compagnons de guilde du vieil homme. Il décide alors de libérer les âmes avec lui. Bien qu'il ne termine pas la mission à cause d'une erreur comique, il découvre la véritable valeur de l'aventurier. La leçon ne réside pas seulement dans les récompenses, mais aussi dans les souvenirs et les amitiés qui se créent en chemin. Yuki, toujours aussi désemparé, est une fois de plus pris par les loups que le groupe a rencontrés au début du voyage. Cette fois, Yuki tente de se lier d'amitié avec les loups au lieu de les attaquer. Ce geste montre que, malgré sa naïveté constante, il est en train de mûrir. Quant au reste du groupe, chacun conserve ses particularités. Karil conserve son attitude irritable et contradictoire. Kokoro conserve son dévouement et son attention envers chacun, tandis que Pecorine conserve son appétit insatiable et ses manières de princesse joyeuse et insouciante. Pendant ce temps, Karil poursuit sa double vie. Elle accompagne la guilde des gourmets dans leurs aventures, mais envoie secrètement des rapports à son maître sur tout ce qui se passe. Cependant, Karil commence à se demander qui elle est vraiment, une espionne obéissante ou une chevalière avec ses propres objectifs, comme Pecorine, qui a également un passé d'évasion et d'identité cachée. Yuki entre dans une boutique pour livrer un fil de soie et, comme à son habitude, finit par être capturé. Pendant ce temps, Pecorine et Kokoro discutent du secret de Pecorine, elle est en réalité la reine du royaume. Après leur conversation, ils entrent dans la boutique et trouvent Yuki habillée en vêtements de femme par le groupe Carmina, une guilde composée de filles ayant des talents de chant, de danse et de combat. Elles se produisent en direct, mais les spectacles ne finissent presque jamais à cause des monstres qui apparaissent. Karil les rejoint peu après et traverse un moment traumatisant. Pendant le repas entre les deux guildes, Yuki se tâche de gâteau et va les laver. À ce moment-là, il est abordé par un groupe appelé Club Carmina, composé de fans des filles de la guilde. Elles se prétendent protectrices des idoles et menacent quiconque les approche. Alors que Yuki semble en difficulté, les filles se mettent à chanter et, d'une manière ou d'une autre, Yuki finit par devenir le chef de la nouvelle guilde. Même Yuki a ses moments de chance. Le lendemain, le spectacle commence et le public est en délire. Karil et Christina décident de les protéger des ombres incontrôlables, permettant ainsi au spectacle de se dérouler sans encombre. Le lendemain, l'elfe solitaire Aoi arrive en ville accompagnée de son ami de bois. Elle raconte à Yuki et Kokoro qu'elle a été transférée à l'Académie Teresa, une école pour filles, et que ce n'était pas son choix. Ils décident de visiter l'endroit avec elle, car Aoi craint d'être la cible de moqueries. Yuki promet de ne pas la laisser seule, ce qui pousse Aoi à l'appeler capitaine, mais il refuse immédiatement. À la bibliothèque de l'Académie, Aoi explique que l'endroit est connu sous le nom de la Tour d'Ivoire et abrite des livres d'histoire, de magie et de philosophie. Yuki commence à explorer les lieux et aperçoit des pieds sous une pile de livres. En soulevant l'un d'eux, il découvre une jeune fille enterrée. Comme la dernière fois qu'il a aidé une jeune fille, cela s'est mal terminé, il hésite, mais l'écoute quand elle se présente également comme Yuki. Elle explique qu'elle cherchait un livre précis lorsque la pile lui est tombée dessus, lui causant des maux de dos. Pendant ce temps, 2 jeunes filles entrent et se présentent comme Shiru et Chloé. Ce sont des amies de Yuki et, bien que issues de familles peu aisées, elles étudient ensemble à la recherche d'une bourse pour poursuivre leurs études. Yuki demande à l'intelligence artificielle de la guilde des gourmets de l'aider à enquêter sur la mystérieuse affaire impliquant les gardiens verts qui bloquent l'accès à l'école. Après avoir expliqué la situation à Yuki, Kokoro et Aoi, le groupe part en expédition dans la forêt pour percer le mystère. En s'enfonçant plus profondément, ils découvrent un étrange cimetière, ce qui surprend Aoi, qui connaît bien la forêt. Les inscriptions sur les pierres tombales sont inhabituelles, et le groupe a l'étrange impression d'être prisonnier d'un cycle, revenant toujours au même endroit. Cherchant à comprendre où il se trouve, Yuki utilise la pierre de Rosette, ce qui donne lieu à une conversation troublante. Effrayé, le groupe bat en retraite, mais rencontre les gardiens verts, des épouvantails créés par Aoi pour envoyer des messages. Embarrassé, Aoi tente de cacher son secret en détruisant les épouvantails. La situation devient encore plus étrange. Aoi s'évanouit après avoir été prise en embuscade par l'armée de squelettes. Soudain, Pecorine, Yuki et Uni sont transportés dans un autre monde, où elle découvre une histoire tragique. Pecorine prend la courageuse décision de combler le vide du cœur du roi squelette. Au milieu de tout cela, une puissante sorcière provoque une destruction qui bouleverse profondément Yuki. Cependant, tout cela n'est qu'un rêve. Sans le temps de réfléchir, Pecorine mène le groupe vers une nouvelle mission. Peu après, la guilde se retrouve en fuite face à un monstre gigantesque qui veut les dévorer. Yuki est projeté par une créature ailée et se retrouve seul, ignorant ce qui l'attend. Heureusement, Makoto et d'autres membres de Kaon, une guilde spécialisée dans l'aide aux hommes bêtes, sauvent Yuki. Ensemble, ils rejoignent les autres et vainquent la menace. La situation étant sous contrôle, Pecorine, Kokoro et Yuki préparent un repas avec la viande du monstre vaincu. Makoto et ses compagnons observent la scène avec un mélange de joie et de suspicion. Ils ignorent que Kaon enquête sur l'apparition d'ombres sur l'île. Consciente de leur expérience, Pecorine propose son aide. Durant la mission,
car il repense à l'anneau que son maître lui a donné. Au crépuscule, le groupe est attaqué par des ombres, mais parvient à les vaincre. À leur surprise, une ombre identique à Karil apparaît, mais sans hostilité. Ils la ramènent chez eux et la nomment Kiri, espérant en apprendre davantage sur les ombres. Le lendemain, ils suivent les ombres et découvrent qu'ils sont attirés par un golem qui les vaincra tous facilement. La nuit, une jeune fille se présente comme une métamorinier et affirme que les ombres la traquent. Elle affirme que son véritable corps est piégé à l'intérieur du golem. Comprenant que Yuki a perdu la mémoire, elle ordonne l'évacuation du village, car une attaque est imminente. Faute de bateau, ils décident d'affronter le golem. À l'intérieur, ils trouvent la jeune fille prisonnière d'un cristal. Ils combattent les ombres qui le contrôlent, mais sont repoussés. Malgré cela, Pecorin continue d'attaquer le golem jusqu'à ce qu'à bout de force, elle soit soudainement téléportée au château de Landissal. Le groupe est choqué par la disparition de Pecorin, tandis que les ombres continuent d'avancer. Sur le trône du château, Pecorin trouve Mana Sanri, alias Kaiser Ansight, qui a usurpé son royaume. Mana révèle qu'elle a amené Pecorin là pour tester sa gentillesse, voulant se nourrir de sa tristesse. Mana manipule ses peurs, prétextant que ses amis l'oublieront. Pendant ce temps, des virus envahissent la cellule de Kiri, mais Yuki arrive à temps pour la sauver. Il a un flash de mémoire qui lui révèle que les ombres sont des failles du monde, utilisées par quelqu'un, et non éliminées. La raison pour laquelle les ombres poursuivent Kiri reste inconnue. Kiri décide de se sacrifier pour attirer les ombres, et le groupe élabore un plan pour les emmener au lac, où Kokoro utiliserait son aile pour revenir avec Makoto. Cependant, pendant le plan, un éclair frappe Kiri, qui s'évanouit et disparaît. Yuki tente de la sauver par magie, mais échoue. Dans les derniers instants, Kiri les remercie de s'être occupé d'elle. Yuki finit par voir des souvenirs inattendus, notamment une version alternative de Kazumi tenant un chat nommé Kiri. Ahmet explique avoir accédé à un souvenir prématuré. Dans un autre monde, la reine labyrinthe manipule les événements. Bien que Kiri soit apparemment morte, Ahmet parvient à préserver sa conscience. Avec la perte de Kiri, les ombres continuent d'avancer et Yuki et ses amis entrent en combat. Dans la version originale du monde, Yuki et ses compagnons affrontèrent Kaiser dans un combat désespéré, subissant de graves blessures. Face à un choix imposé par Labyrinthe et Ahmet, Yuki doit choisir entre poursuivre une guerre perdue d'avance ou laisser le monde se réinitialiser, offrant à chacun une seconde chance de gagner. Ce choix impliquait de sacrifier ses amitiés et ses souvenirs. Malgré tout ce qu'il allait perdre, Yuki fit ce qui lui semblait évident, il choisit de sauver ses amis les plus chers. Pendant ce temps, Pecorin proposa à Mana de partager un repas pour mieux la comprendre, mais Mana refusa. Pecorin jura alors de reconquérir son royaume et tout ce que Mana lui avait pris, retournant sur Terre rejoindre ses compagnons dans la bataille contre l'armée de l'ombre. Descendu des cieux, Pecorin lança son attaque la plus puissante, la frappe de la princesse, terrassant le monstre et sauvant tout le monde. Dans la cité de Landissal, un mystérieux chevalier semait le chaos, tuant des gens et menaçant la paix. Déterminé à rétablir l'ordre afin que les habitants puissent profiter de leur repas en paix, Pecorin décida d'agir. Cependant, la situation se compliqua lorsqu'un pont s'effondra à cause de l'irresponsabilité de la guilde Weissflügel. Cette guilde, composée d'espions aux intérêts égoïstes, semait souvent la confusion et les ennuis. Parmi ses membres figurait une fille à l'attitude provocatrice, une fille égocentrique, un masochiste et un samouraï. Le chef de la guilde ordonna à chacun de rechercher de nouvelles missions pour récolter des fonds pour sa patrie, mais les conséquences de leurs actions passées les rendirent inefficaces. Ils se souvinrent de la fois où ils avaient vaincu un monstre, mais l'addiction du samouraï aux explosifs avait fini par détruire le pont, les laissant endettés. Pendant ce temps, un restaurateur et sa servante, pris de panique, cherchaient une jeune fille rousse qui dansait dans son restaurant, mais qui avait commencé à se comporter bizarrement après avoir pris une potion de Mitsuki de la caravane du crépuscule. Cette potion provoquait des effets secondaires physiques et mentaux. En entendant cela, Yuki, alarmé, se lança à sa recherche. Yuki finit par trouver la jeune fille rousse, nommée Kyuka, complètement absorbée par des livres à contenu adulte. Surpris par son comportement et découvrant que les livres n'étaient même pas les siens, il décida de les brûler, aux grandes dames de Kyuka. En poursuivant leurs recherches, ils tombèrent sur le mystérieux chevalier et furent attaqués. Un épéiste inconnu apparut et les sauva, forçant le chevalier à battre en retraite. Kyuka s'irrita contre ses compagnons de guilde, distraits par leurs obsessions. Le groupe découvrit alors une substance verte et collante qui donnait vie aux jouets, ce qui provoqua une frénésie parmi les habitants. Ils ont tous commencé à creuser pour récupérer davantage de cette substance, qui a fini par exploser et les emporter avec elle. Kokoro trouva le mystérieux épéiste et soigna sa blessure, mais le chevalier attaqua de nouveau. Tomo, membre de Weissflügel, crut que le chevalier était leur capitaine, mais fut rassuré en voyant apparaître le véritable capitaine. Ils découvrirent que l'armure du chevalier était vide et contrôlée par la substance verte. Yuki et les autres arrivèrent sur les lieux, et tous se lancèrent dans un combat contre cette entité monstrueuse, qui fusionna avec l'armure et devint encore plus puissante. Les habitants de la ville, dont le restaurateur, vinrent à leur secours. Ils réussirent à libérer la guilde de Kyuka de la substance,
ce qui laissa Kyuka aux anges. Pecorin acheva le monstre avec son frappe de princesse. Après tout cela, Tomo parla à son capitaine et lui dit qu'il était convaincu de ne pas être responsable de la destruction. Kyuka remercia le groupe de l'avoir sauvé et commença à développer des sentiments positifs pour Landissal. Pendant ce temps, Shika courait à travers la forêt, souffrant de la perte de ses souvenirs, au point d'oublier son propre nom. Au même moment, Yuki revivait des bribes de souvenirs, mais Karil lui rappela de se concentrer et de se remettre au travail. Après avoir terminé leur corvée, tout le monde se rassembla pour le déjeuner, et Pecorin proposa un jeu où le dernier arrivé paierait l'addition. Yuki se joignit à la course, mais tomba sur Ayan et Kurumi, qui fuyaient les abeilles. Elles expliquèrent qu'elles vivaient chez Mademoiselle Saren, qui avait ouvert une nouvelle boutique et voulait leur offrir une limonade chaude au miel frais. Au cours de leur promenade, elles trouvèrent Shika désorientée et évanouie sur la route. Elles l'emmenèrent au nid de la cocatrix, où Yuki revint avec Nozomi pour la soigner. Mais tout dégénéra lorsque Kurumi se mit à agir bizarrement et attaqua Charlie, l'accusant d'avoir rompu une promesse. Shika se réveilla à son tour, se comportant comme un chien, et les deux semèrent le chaos dans le restaurant. Ayan comprit que ce n'était pas Shika, mais Pukishi qui occupait son corps, et il savait qu'il ne tarderait pas à s'en rendre compte. Finalement, Shika reprit conscience et révéla que tout cela était l'œuvre d'un esprit malicieux nommé Foggy. Tout le monde perdait la mémoire et en gagnait de nouveau, ce qui amusait Foggy. Pecorin et Karil reçurent la mission d'affronter Foggy. Arrivés au lac de la source, ils eurent une intuition et coururent jusqu'au nid de la cocatrix. Karil parvint à en sortir Pukishi, révélant que Foggy se cachait à l'intérieur. L'attaque de Pecorin n'eut aucun effet sur Foggy, qui se divisa en 4 et riposta. Pendant le combat, Yuki se souvint d'avoir passé du temps avec ses amis avant leur départ pour la Tour du Soleil. De retour dans le présent, Yuki activa sa magie de soutien de princesse chevalier, permettant à Shika et Nozomi de vaincre Foggy. Lorsque Kokoro réalisa que tout le monde était revenu à la normale, elle vit une nouvelle détermination dans les yeux de Yuki. Kokoro écrivait une lettre pendant que Pecorin travaillait dans les rizières. En se rendant à la poste, Kokoro trouva 2 filles hésitantes à envoyer leurs propres lettres. Elles s'encouragèrent mutuellement et firent de la place à Kokoro, qui déposa ses lettres. Juste à ce moment-là, un groupe armé fit irruption et vola tout l'or et le courrier. Les 2 filles, Susana et Misaki, voulaient désespérément récupérer leurs lettres. Kokoro révéla qu'elle avait envoyé ces fées pour traquer les voleuses, ce qui faciliterait leur traque. Curieuse de l'importance des lettres, Susana et Misaki expliquèrent qu'elles pensaient que leurs mauvaises notes avaient entraîné la fermeture de l'école et souhaitaient postuler dans une autre école, mais qu'elles avaient besoin d'une lettre de recommandation d'un professeur en confiance. Cette lettre figurait parmi les objets volés. Déterminées à les récupérer, elles élaborèrent un plan. Misaki tenta de distraire les voleurs avec sa pose d'adulte, mais fut finalement capturée. Pendant ce temps, Karil repéra son professeur, Christina, et commença à la suivre, mais on lui conseilla d'agir avec prudence. Yuki était absorbé par les souvenirs qu'il avait retrouvés de ses aventures avec d'anciens compagnons. En parlant à la Birista, elle ne révéla aucun détail, mais lui assura que ses anciens amis étaient toujours en vie et qu'il avait désormais de nouveaux amis à protéger. Alors que Pecorin travaillait au champ, elle eut une vision d'elle-même dans le passé, craignant d'être oubliée. Elle hésita à révéler à Yuki, Karil et Kokoro la vérité sur sa vie de princesse Justiana, de peur qu'ils ne s'éloignent. Avec l'aide de Kokoro, Susana et Misaki réussirent à récupérer leurs lettres. Alors qu'elles tentaient de s'échapper, elles furent rattrapées par les voleurs, mais Tomo, le garde royal et l'institutrice Miss Lo arrivèrent avec des renforts et vainquirent les criminels, sauvant ainsi les filles. Plus tard, de retour au bureau de poste, Kokoro envoya sa lettre, mais Susana et Misaki décidèrent de ne pas envoyer la leur, convaincus que leur professeur leur faisait confiance. Yuki, Pecorin et Karil rejoignirent Kokoro dans les champs, mais le travail était trop lourd pour elle seule. À la surprise générale, Kokoro avait invité tous ses amis de guilde à l'aider par une lettre. Pecorin était ravie de voir tout le monde réuni et des larmes de joie coulèrent de ses yeux. Dans sa joie, elle décida de révéler à Yuki et Karil qu'elle était la princesse Justiana. Pecorin s'apprêtait à leur dire la vérité, mais lorsqu'elle s'approcha de Karil, elle hésita et décida d'attendre le bon moment. Karil prépara des gâteaux de riz pour Mana sans riz, visiblement stressée et incapable de dormir. Karil prit la main de Mana et la réconforta, l'aidant enfin à se détendre et à s'endormir. À son réveil, Mana trouva Karil endormi à côté d'elle avec les gâteaux de riz. Karil s'excusa de s'être endormi et l'invita à manger avec elle, évitant les cornichons, sachant que Mana n'aimait pas ça. Pendant ce temps, le groupe apprit l'existence d'un nouveau festival et décida d'y assister. Lors de l'événement, ils rencontrèrent Karil et l'invitèrent à se joindre à eux. Au festival, ils rencontrèrent la Birista, Shizuru et Rino, également présents. La Birista offrit à Yuki une nouvelle crêpe et lui demanda comment il allait. Yuki répondit qu'il allait bien et réaffirma sa détermination à protéger ses amis. La Birista fut rassurée. Au château de Mana, elle se retrouva soudain transportée dans une autre dimension pour un combat. Pendant ce temps, au festival, Pecorin hésitait encore à révéler sa véritable identité à Karil et Yuki. Kokoro emmena Yuki ailleurs,
offrant à Pécorine l'occasion de parler à Karil. Le festival fut rempli de jeux et de joie, mais Pécorine resta plongée dans ses pensées. Dans l'autre dimension, Mana et Labyrista se livraient à un combat intense. Mana démontra les pouvoirs d'un métamorinier, capable de reproduire différentes capacités. Cependant, elle fut surprise lorsque Labyrista utilisa sa capacité Idotensei, créant quelque chose à partir de rien. Le combat s'intensifia lorsque Mana lança une attaque avec une lune, mais Labyrista riposta avec sa propre lune, provoquant une explosion dévastatrice. Malgré son affaiblissement par ses plongeons répétés, Mana resta inflexible, insensible au nombre de membres des 7 couronnes venus l'affronter. Labyrista révéla qu'en dehors de cette dimension, Reno et Chizuru retenaient les ombres de Mana, l'affaiblissant. Tirant les leçons de leur précédente confrontation, Labyrista était cette fois parfaitement préparée. Alors qu'elle s'approchait pour porter le coup final, Mana hésita et utilisa l'anneau qu'elle avait donné à Karil pour l'attirer dans la dimension et s'en servir comme bouclier. Cette hésitation permit à une copie de Mana de poignarder Labyrista dans le dos, la tuant. Dans ces derniers instants, Labyrista regretta d'avoir impliqué Karil dans le combat. Après avoir vaincu Labyrista, Mana s'en remit rapidement en œuvre son plan dangereux. Pécorine et Kokoro s'inquiétèrent en constatant que Karil n'était pas revenu. C'est alors qu'ils entendirent Yuki les appeler. Miyako et Shinobu arrivèrent au quartier général de la guilde des gourmets et révélèrent que Karil avait été manipulé par Mana lors de son combat contre Labyrista. Mana comptait désormais drainer l'Andissal et ses habitants. Soudain, Diablo fut attaqué, laissant seuls Miyako et Shinobu s'échapper et raconter ce qui s'était passé. Utilisant les pouvoirs de Labyrista, Mana isola toute la ville de l'Andissal et libéra des ombres pour attaquer les habitants. Les membres de la guilde des gourmets se précipitèrent au secours des habitants désespérés, qui appelaient à l'aide la princesse Justiana au château. Cependant, Mana avait dissimulé le château grâce au pouvoir de Labyrista, aggravant le chaos. À l'intérieur, Mana était assise sur le trône, Karil sous son contrôle. Elle ordonna à Karil de poursuivre son plan, et Karil attaqua la foule rassemblée devant le château. Pécorine intervint pour défendre les habitants des attaques de Karil, mais elle semblait distante et froide, affirmant que le temps était irréversible. Yuki eut un éclair de mémoire et s'évanouit. Des ombres les attaquèrent, mais ils furent sauvés par Akashi, Yasuko et Charlie. Pendant ce temps, Pécorine confronta Karil et lui demanda pourquoi elle avait abandonné la guilde des gourmets et oublié les moments qu'ils partageaient. Karil semblait déchiré, mais demeurait sous le contrôle de Mana, et elle fut forcée d'attaquer à nouveau. Au milieu du tumulte, les pierres de communication de Yuni révélèrent une vérité inattendue. La personne sur le trône n'était pas la véritable princesse Yustian. La véritable princesse était parmi eux. Cette révélation sema la confusion dans la foule. Mana, furieuse, ordonna à Karil de tuer tout le monde. Mais Karil résista, affirmant qu'elle ne pouvait plus continuer. Mana, cependant, refusa de la laisser reculer et commença à la contrôler avec des fils, la forçant à poursuivre ses attaques. Yuni, à l'aide des pierres, lança une diffusion en direct, montrant le conflit intérieur de Karil et sa tentative de résistance. Voyant Karil en larmes, Pécorine se leva pour l'arrêter et déclara qu'elle était la véritable princesse Yustian. Elle promit de mettre fin au mensonge de Mana et de reconquérir son royaume. Alors que Mana s'apprêtait à attaquer Karil, Pécorine s'avança, déterminée à la sauver. Mais Mana avait déjà préparé un nouvel adversaire, Jun, le commandant de la garde du château, désormais sous son contrôle. Pendant ce temps, les membres de la caravane du crépuscule se lancèrent dans une mission pour libérer le corps de métamorinier des souterrains du château. Ils rencontrèrent Christina, dont la force dépassait leurs espérances. Kokoro courut dans les rues avec ses amis, portant Yuki inconsciente sur son dos, poursuivie par des ombres incessantes. Soudain, une ombre colossale apparut et détruisit le pont devant elle. Kokoro s'évanouit et se retrouva dans un monde étrange où elle trouva de la méthamphétamine. Cette méthamphétamine révéla qu'elle tentait d'établir une connexion, ce qui provoquait ses pertes de connaissance. Elle lui donna la clé des pouvoirs de Yuki et la mit en garde contre les dangers de la perte de contrôle. Kokoro reprit conscience et, avec l'aide des filles, elles parvinrent à vaincre l'ombre colossale. Lors de l'affrontement entre Pécorine et Jun, Pécorine fut grièvement blessée. Karil, incapable de la voir souffrir, lui demanda de fuir, mais Mana la força à assister au combat. Mana enchaîna alors la tour de Saul, semant le doute sur ses véritables intentions. La caravane du crépuscule continua de combattre Christina, mais en difficulté. Ruka et Anna arrivèrent à son secours, mais Christina se révéla une adversaire redoutable. Hariko tenta d'atteindre le corps de Métamorinier, ignorant ce qui l'attendait réellement. La force de Karil faiblissait, mais Yuki parvint à briser l'emprise de Mana sur son esprit. Ensemble, ils affrontèrent Mana. Jun protégea Pécorine d'une attaque et, avec son aide, elle déploya toute sa force pour vaincre l'ombre de Mana grâce à 2 coups puissants de la princesse. Mais leur joie fut de courte durée. Ils comprirent que Mana n'était qu'une ombre. La véritable Mana s'en ressurgit des profondeurs et vainquit Jun d'une seule attaque. Elle jeta alors son dévolu sur Pécorine et Karil, avec l'intention de les sacrifier. Yuki arriva à temps pour les sauver et affronta la véritable Mana lors d'un affrontement final. Tous les membres de la guilde des gourmets étant rassemblés, Yuki et Pécorine combattirent de toute leur force,
mais leurs efforts pour atteindre Mana furent vains. Cependant, le soutien indéfectible de leur entourage leur conféra une force immense. Pécorine franchit la barrière qui les séparait de Mana. Mais Mana contre-attaqua en invoquant Labyrista et Nenaka. Au moment le plus critique, Karil protégea ses amis des attaques de Mana et tenta de la rejoindre, l'invitant à déjeuner avec elle. Mana rejeta ce geste et poursuivit son objectif de détruire le monde. Pendant ce temps, Tomo sauva son vice-capitaine. Malgré l'aide de Karil, ils ne parvinrent pas à vaincre le pouvoir de Mana. Elle captura Pécorine et la soumettit à des décharges électriques, lui infligeant d'intenses souffrances. Pécorine se demanda pourquoi Mana était si triste, ce qui accentua sa colère. Mana fit alors exploser la tour de Saul, tentant de ramener une certaine Minerve. Le peuple du royaume gardait foi en la princesse et ses amis, qui luttaient toujours contre les ombres. Yuki libéra ses pouvoirs grâce à l'énergie d'une méthamphétamine canalisée par Kokoro, brisant les barrières de Mana et libérant Labyrista et Métamorinet, changeant ainsi le cours du combat. Bien que Mana semblait vaincue, elle s'abandonna aux ombres et se sacrifia pour tenter de réaliser son rêve. Voyant la souffrance de Mana, Pécorine se précipita vers Karil et déclara qu'elle ferait tout pour la sauver. Yuki et Kokoro la rejoignirent, avec le soutien de toutes les guildes du royaume. Ils créèrent une ouverture pour pénétrer l'essence de l'ombre monstrueuse. Tandis que Pécorine, Yuki et Kokoro combattaient les ombres, Karil avança vers le noyau, déterminé à sauver Mana. Au dernier moment, Yuki se tenait devant Pécorine et souffrit d'une grave blessure. La situation devint critique. Labyrista et un méthamphétamine suggérèrent d'extraire la conscience de Yuki et d'inverser le temps pour le renvoyer dans le passé. Mais cette fois, Yuki refusa, pleinement conscient des conséquences. Il ne renoncerait pas au lien qu'il avait tissé. Karil rejoignit Mana sans rire et lui prit la main tandis qu'elle tombait vers l'abysse. Malgré les supplications de Mana, Karil ne la lâcha pas et parvint à les sortir toutes deux du noyau. De retour à Landissal, Mana Sanri fut emprisonnée. Pécorine retrouva ses parents et reprit sa place légitime au sein de la famille royale. Yuki, Karil et Kokoro rentrèrent chez eux. Alors qu'ils s'apprêtaient à dîner de poisson ensemble, une jeune fille entra et déclara vouloir rejoindre la guilde des gourmets. Elle s'est présentée comme Pécorine.